je veux dire le mot propagande, mais toutes les propagandes pour l'Union Européenne qui seraient de dire que l'Union Européenne c'est quelque chose de formidable pour la paix, les peuples, etc., pour le partage de culture, ne tenaient plus face à des arguments du non, qui étaient des arguments juridiques, factuels, rationnels. Le peuple français a voté à 55% contre ce traité et il est passé, il a été remplacé par le traité de Lisbonne, qui est exactement la même chose, sans l'aspect symbolique d'un traité constitutionnel. Il est passé le 13 décembre 2007 par voie parlementaire par Nicolas Sarkozy et a été acté en 2008. Donc voilà, l'Union Européenne, c'est une concaténation de tous ces traités, qui sont aujourd'hui dans le traité de Lisbonne. Et ils portent deux noms, tous ces traités. Vous avez le TUE, traité sur l'Union Européenne, qui fixe la forme, donc c'est-à-dire qui en fait partie, comment on adhère, qui détaille les institutions. Voilà, il y a le Conseil de l'Europe, il y a la Commission Européenne, il y a le Parlement, etc. Donc ça c'est le TUE. Et le traité le plus important, c'est le fond, TFUE, traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, c'est-à-dire ce qui détaille toutes les règles de concurrence pour faire marcher ce marché ouvert aux 4 vents. Quand je disais les 4 piliers de circulation, biens, marchandises, services et capitaux, j'ai pas mis les personnes. Pourquoi ? Parce que l'Union Européenne ne prévoit pas la liberté de circulation des personnes. La liberté de circulation des personnes est prévue par Schengen. On peut faire partie de Schengen et ne pas faire partie de l'Union Européenne. A contrario, on peut faire partie de l'Union Européenne sans être dans Schengen, c'est le cas de l'Angleterre, pas du Royaume-Uni. Erasmus, on peut être arménien et faire Erasmus, on peut aller en Suisse, on peut aller au Maroc avec Erasmus, ça n'a rien à voir avec les traités européens. Et la CEDH, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une institution beaucoup plus vieille, qui date de 1947 et dans laquelle adhèrent même la Russie, l'Ukraine, etc. Donc quand on parle de l'Union Européenne, on parle de ça. On parle de ces traités, le TUE et le TFUE. L'Union Européenne, ce n'est rien d'autre que ça. Ce sont des traités. Voilà, une petite carte. Alors vous voyez en bleu clair, c'est tous les États membres et de l'Union Européenne et de Schengen. Les États bleus foncés, c'est les États qui sont membres de Schengen, mais pas de l'Union Européenne. Vous voyez, il y a la Suisse. Donc on peut aller en Suisse, traverser la frontière librement, mais par contre, les Suisses sont capables de contrôler leurs importations et leurs exportations. La Norvège et l'Islande, c'est pareil. Royaume-Uni et Irlande font partie de l'Union Européenne parce qu'ils veulent avoir un accès au marché commun, mais ils ne font pas partie de Schengen. C'est pour ça que quand vous allez en Angleterre, vous montrez votre passeport. Voilà. Et les 3 derniers, Croatie, Roumanie, Bulgarie, ne sont pas encore dans Schengen, mais veulent y adhérer. Alors, on va voir le fond du fond, c'est-à-dire ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre les traités européens. C'est vrai que c'est bien de les lire, comme on veut se former à lire la Constitution, comprendre les traités européens, c'est vraiment important. Pourquoi ? Parce que c'est toutes les lois, la plupart des lois proviennent des traités européens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Union Européenne, c'est une suprastructure, c'est une supranation, et le droit communautaire, le droit européen est au-dessus du droit français. Et d'ailleurs, pour que ça puisse être compatible dans la Constitution, qu'on a voté pour Maastricht en 92, Mitterrand a changé le titre 15 de la Constitution française en disant « La France appartient à l'Union Européenne, doit valider les directives, etc. » C'est pour ça que, par exemple, je vais donner un exemple, le glyphosate. Moi, je pense honnêtement que si la France était souveraine, légitime dans l'interdiction du glyphosate, ça fait quand même pas mal de temps, vu l'opinion publique, et que la France aurait interdit le glyphosate. D'ailleurs, ils ont essayé de le faire d'une manière un peu détournée, mais malheureusement, la France n'est pas compétente pour interdire le glyphosate. Pourquoi ? Parce que comme c'est un marché unique et ouvert, si vous voulez, c'est l'Union Européenne qui décide de quel produit peut rentrer, quel produit ne peut pas rentrer. Le Parlement européen a voté pour le glyphosate, la France est obligée d'accepter la vente du glyphosate sur son sol. Donc en fait, on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas s'opposer au droit européen. C'est vraiment comprendre qu'il est vraiment au-dessus, si vous voulez, des lois constitutionnelles qui posent un gros problème démocratique, mais ça on en parlera après. Alors, quand on a créé le traité de Maastricht, c'est donc de l'Europe, l'Union Européenne, sa genèse, c'est pas, on nous a raconté un récit qui était faux sur la création de l'Union Européenne. On nous a dit c'est les nations qui voulaient coopérer pour être plus fortes, etc. face aux États-Unis. Le problème, c'est que l'Union Européenne, en réalité, c'est une création américaine. C'est une création de banquiers. Est-ce que vous connaissez les pères fondateurs de l'Union Européenne ? Je peux me le dire. Programme de 4e, je crois. Hein ? Ouais, si, tu l'as dit, je crois, non ? Rothschild. Non, trop facile. Jean Monnet et Robert Schuman. Ça vous dit quelque chose ? Alors, ça vous dit rien, Robert Monnet et Schuman ? C'était des banquiers. Des banquiers
des banquiers aussi qui travaillaient avec des banques américaines, donc des banquiers transatlantiques. Et Robert Schuman faisait partie d'un comité qui s'appelait American Association for European Federation, Association américaine pour une fédération européenne. Et en fait, c'était lié historiquement avec le plan Marshall, etc., puis contre la menace de l'Est, parce que les États-Unis avaient besoin d'avoir des alliés dans le camp de l'Ouest avec leur idéologie politique, c'est-à-dire le libéralisme. Et à chaque fois que les États-Unis ont voulu prendre, si vous voulez, avoir une mainmise sur une région du monde, ils ont toujours proposé des accords de libre-échange. Pourquoi ? Parce que comme ils ont un marché intérieur qui est fort, dès que leurs produits sont facilement amortis aux États-Unis, les débouchés sont faciles à trouver ailleurs, c'est facile d'exporter. C'est le cas des films par exemple. C'est pour ça que dans les années 50, on s'est de suite retrouvé envahi par plein de gens. Oui, par des films américains, etc. Et donc il y avait plusieurs outils en fait pour cette domination. D'abord il y avait le plan Marshall, qui permettait le transfert de capitaux en Europe pour reconstruire l'Europe, mais il y avait une contrepartie, il y en avait même deux, l'instauration de quotas de produits américains, et deux, le fait d'axer toutes les monnaies européennes sur le dollar. Ensuite, il y avait la communauté européenne, donc une première ouverture de marché, et ça suit son terme comme ça, et en 1992, ah oui, j'ai oublié l'OTAN. Parce qu'il y a l'OTAN aussi, l'OTAN dont le but c'était d'avoir des alliés sur le sol européen pour contrer l'Union soviétique. Et on va le voir, enfin, je vous le dirai, l'OTAN est inscrit dans les traités européens. Donc en fait c'est une double pièce si vous voulez. Vous avez la pièce civile qui est l'Union européenne et la pièce militaire, la construction militaire qui est l'OTAN. Le problème c'est qu'apparemment il n'y a plus de menaces à l'Est, ou alors on nous l'invente, mais depuis qu'il n'y a plus le pacte de Varsovie, l'OTAN, a priori, n'a plus trop lieu d'être. Donc voilà, c'est une construction américaine et c'est une construction dont les intérêts sont ceux de ceux qui ont écrit les traités, c'est-à-dire voilà, les grandes banques, les grands consortiums de moyens de production, les grandes entreprises, etc. Si bien que, quand le traité de Maastricht a été signé, Alain Madelin, qui est un grand libéral, disait « Le traité de Maastricht est une assurance-vie contre toute forme de socialisme pur et dur ». Le ton est donné. Et Mitterrand, qui n'est pas le dernier des cyniques, disait « Il a fallu choisir entre l'Union européenne et la gauche ». Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la gauche, elle fonctionne sur un interventionnisme d'État, c'est-à-dire qu'une politique de gauche, a priori, ça veut dire que, voilà, on fait des grands services publics, il y a des droits sociaux, des minimums de salaire, etc. Beaucoup d'interventionnisme d'État qui sont ensuite complètement interdits dans le cadre des traités européens. C'est pour ça que depuis 40 ans, on a la même politique, parce que si vous voulez, les traités européens imposent une politique contre laquelle on n'a pas le droit de s'opposer, quoi. Alors, les premiers articles européens, ils sont assez intéressants parce que ça pose les bases. Donc je dis, le principe c'est un marché ouvert dans lequel l'interventionnisme d'État est interdit, règne le libéralisme par la concurrence dite libre et non faussée. Alors, l'article 2, c'est lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants. Alors, donc, quand l'Union européenne a une compétence sur un domaine particulier, c'est l'Union européenne qui décide et les États n'ont pas le droit d'avoir leur mot à dire. Alors, quels sont les domaines dans lesquels l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive ? L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants, l'Union douanière, l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro, conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique de la pêche, politique commerciale commune, et l'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a 4 grands pans de la souveraineté d'un pays qui sont délégués à l'Union européenne, les douanes, contrôler les importations et exportations qui peuvent venir aux frontières, les règles commerciales, le budget de tous les États membres de l'Union européenne doit être contrôlé par l'Union européenne, et les accords monétaires, donc c'est-à-dire l'émission de monnaie qui est contrôlée maintenant par la Banque Centrale Européenne, puisque nous avons l'euro, et les accords commerciaux, les fameux CETA, TAFTA, etc. Et donc ça, c'est l'Union européenne qui décide, et voilà, il n'y a pas de choix démocratique
contre ces traités-là, il n'y a pas de choix démocratique contre ces directives-là, si bien qu'une citation que j'ai pas mise mais que j'aurais pu mettre, c'est Jean-Claude Juncker, qui est président de la Commission européenne, qui dit qu'il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Alors, je continue. Les articles 34-35, bon, c'est sur l'importation et l'exportation, on ne peut pas interdire des produits entrant ou sortant à l'intérieur de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, on ne peut pas interdire des fraises qui viendraient d'Espagne et qui seraient pesticidées ou qui sont gonflées d'eau et tout, ou on a utilisé, enfin, pour faire pousser ces fraises, on a exploité des travailleurs immigrés sans contrat qui dorment sur place, c'est des trucs fous. Moi je suis allé à Almeria, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est assez ahurissant, on n'a pas le droit d'interdire. Logique. L'article 39, il est coton celui-là, l'article 39, qui dit plus sur la politique agricole commune. La PAC, vous vous en souvenez, quand ça a commencé, la politique agricole commune de l'Union européenne 80. 62, j'ai entendu, ouais, c'est par là.